Bonsoir, bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Madame Valérie Vertal-Loriot, qu'on connaît très bien sur télévision, co-secrétaire académique du SNES FSU Martinique. Bonjour Valérie, merci d'être à Zouk TV. Toujours un plaisir en tout cas. D'accord, et aujourd'hui, Valérie est venue nous voir avec Madame Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES FSU. Bonjour Madame, et Bonjour. bienvenue à la Martinique et bienvenue à Zouk Télévision. Merci beaucoup. Vous avez un sourire étincelant. Alors, madame, vous êtes donc secrétaire générale du SNES FSU. Nous venons d'effectuer la rentrée scolaire dans l'Hexagone aussi, mais enfin, particulièrement à la Martinique. Dans quel cadre s'inscrit ce déplacement à la Martinique? Alors, c'est un déplacement qui a pour objectif de rencontrer nos collègues des collèges et des lycées de la Martinique dans le contexte d'une rentrée très particulière. C'est la première rentrée de ce nouveau quinquennat, une rentrée où il est beaucoup question d'inégalité, où il est beaucoup question de moyens pour l'éducation nationale, où il est beaucoup question aussi des conditions de travail et des salaires des personnels de l'éducation nationale. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger avec les collègues des collèges et des lycées de la Martinique pour faire un peu le point concrètement sur ces dossiers, voir ce qu'attendent les collègues sur ces dossiers, voir surtout la réalité du terrain pour pouvoir ensuite la remonter dans nos échanges avec le ministre. Est-ce que la Martinique paraît comme parent pauvre par rapport à l'Hexagone? Très clairement, nous, c'est l'analyse qu'on fait au SNES FSU, c'est que l'outre-mer et notamment la Martinique a été un des grands oubliés des dernières politiques gouvernementales. Ça se voit notamment en termes de moyens, puisque sur ces 12 dernières années, la Martinique a perdu près de 1200 postes de professeurs. On voit que c'est quand même un manque absolument terrible pour les élèves de la Martinique. On voit aussi que jusqu'ici, le ministère reste sourd à la question du bâti scolaire, alors qu'on sait que c'est un enjeu très important pour les conditions de travail des adultes et les conditions d'apprentissage des élèves. Il y a aussi la question de l'éducation prioritaire qui n'a jamais été traitée par les derniers gouvernements. Nous, au SNES FSU, on demande le classement en éducation prioritaire de toute la Martinique parce que ça permettrait de donner des moyens aux établissements les plus défavorisés. Et jusqu'ici, le ministère a toujours fermé la porte. Donc il y a vraiment des enjeux propres à la Martinique que nous, on porte au SNES FSU. Et c'est aussi le message que je suis venue passer à l'occasion de cette visite. Très bien. Valérie, le problème est peut-être que Madame Vénétité est au courant déjà, grâce à vous. Le problème des ceux qui passent l'examen ici et qui sont obligés de partir en France, enfin l'Hexagone, c'est quand même un grave problème pour nous à la Martinique. C'est un vrai problème pour nous et au SNES et à la FSU, naturellement que on a toujours défendu le droit de vivre et de travailler au pays. Mais il faut vraiment prendre le problème par un autre bout parce que on entend beaucoup de choses, mais il faut surtout que les gens comprennent, que la population qui nous écoute comprenne que le problème essentiel, c'est un problème de suppression de postes. Sophie l'a dit, on a 1200 suppressions de postes sur les 12 dernières années. Ça qui veut dire que plus on supprime de postes, moins les collègues peuvent rentrer dans l'académie. Et c'est ça le problème essentiel. Et c'est par ce bout-là qu'on le prend au SNES FSU, parce qu'on considère qu'il faut aussi que l'État joue le jeu dans la dénatalité que l'on connaît. Il faut absolument que l'État en profite pour pouvoir dépasser tous nos handicaps structurels dans cette académie. On a des CSP plus défavorisés, on a des familles monoparentales plus importantes en Martinique que sur l'Hexagone, on a des résultats des tests en 6e qui sont moins bons en Martinique. Donc c'est peut-être l'occasion aussi d'avoir moins d'élèves par classe pour pouvoir vraiment venir à bout des difficultés de nos élèves. Combien d'élèves par classe, par exemple, pour vous? Alors, pour nous, c'est pas un chiffre. On a pour habitude de dire qu'on ne travaille pas sur du stock, on travaille sur de l'humain. C'est pas véritablement un chiffre, mais j'ai échangé quand même cet après-midi avec un collègue d'un établissement qui est en éducation prioritaire. On a échangé ce midi dans une heure d'information syndicale au Lamentin. Ils ont 26 élèves en classe de 3e. Est-ce que c'est acceptable d'avoir 26 élèves en classe de 3e dans un établissement qui relève de l'éducation prioritaire? Comment on vient à bout des difficultés de ces élèves qui sont beaucoup trop nombreux, avec aussi en plus de ça beaucoup d'élèves qui bénéficient d'une inclusion dans les classes mais sans moyens, donc des élèves qui ont des difficultés particulières, qui sont souvent issus des ULIS et qui arrivent dans les classes avec les AESH et qui en plus viennent en plus des élèves des autres élèves de la classe. Donc on a de vraies difficultés, on veut faire de l'inclusion sans moyens, l'éducation prioritaire, il y a beaucoup trop d'élèves encore, donc à un moment il faudra aussi que l'État prenne sa part de responsabilité dans un certain nombre de difficultés que l'on retrouve dans l'éducation.
Est-ce qu'on pourrait penser, madame, que la Martinique entière devrait être en zone prioritaire? Oui, au vu de tout ce que nous avons comme problème ici. Bien sûr, en tout cas, c'est la revendication du SNES-FSU, le classement de toute l'île en éducation prioritaire, parce qu'on voit bien qu'il y a un cumul d'inégalités sociales, d'inégalités économiques, d'inégalités scolaires. Et pour surmonter ces difficultés, ça passe par le classement en éducation prioritaire, parce que ça veut dire plus de moyens, par exemple plus d'adultes, certes plus d'enseignants, mais par exemple aussi plus de CPE qui sont en charge de gérer les relations, notamment avec les familles, plus de psychologues de l'éducation nationale. On sait que la question du suivi psychologique des élèves est un élément déterminant en ce moment. Donc oui, nous réaffirmons haut et fort, et c'est déjà ce qu'on a dit à Pape Ndiaye lors de son arrivée, que la Martinique doit être classée en éducation prioritaire. Alors justement, vous parlez du nouveau ministre de l'Éducation. Quel est votre avis sur l'homme peut-être, mais aussi sur sa politique qu'il compte mener, la politique de M. Macron, évidemment? Alors, c'est davantage le ministre dont je vais parler plutôt que l'homme. Le ministre, dans sa méthode, c'est vrai qu'il y a une forme de rupture avec la méthode de Jean-Michel Blanquer. Le dialogue est possible avec Pape Ndiaye, ce qui n'était pas le cas avec Jean-Michel Blanquer, avec qui les relations s'étaient notoirement tendues, notamment sur la fin du quinquennat. Mais c'est vrai que pour l'instant, dès qu'on dépasse le stade des discours, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'actes. On attend des actes concrets sur la question des salaires, sur la question des postes, sur la question de l'outre-mer et notamment de la Martinique. Et toutes ces questions-là, on lui a posées lorsqu'on l'a rencontré pour la première fois quelques jours après son arrivée au ministère. Et près de plusieurs mois après, on n'a toujours pas de réponse. Donc nous faire de grands discours et des beaux discours, c'est bien. Prendre des actes et des décisions concrètes, c'est encore mieux. Et c'est ça qu'on attend d'un ministre. Mais est-ce que vous pensez qu'il connaît l'outre-mer? Est-ce qu'il est à même de comprendre les difficultés que nous avons ici? On peut quand même espérer attendre d'un ministre de l'Éducation nationale qui prenne rapidement la mesure des dossiers qui sont sur sa table. Il est par ailleurs entouré de tout un staff avec un certain nombre de conseillers qui lui montrent, qui le conseillent justement sur ces dossiers. Aujourd'hui, l'outre-mer, ça fait quand même partie des urgences sociales, des urgences scolaires. Et ça, n'importe qui regarde un peu les indicateurs de l'île, les indicateurs scolaires, les indicateurs économiques, voit l'urgence qu'il y a à traiter la situation. Qu'aujourd'hui, le ministre réponde par la mise en place d'un groupe de travail, c'est quand même une réponse qui est très largement insuffisante parce que le constat, on le connaît. Le constat, il existe. Les chiffres existent. Donc, c'est vrai qu'à l'issue de cette visite et dans les prochains échanges que le SNES aura avec le ministre, on aura l'occasion de rappeler que le constat, il est fait et maintenant, il faut passer aux actes. Est-ce que vous pouvez nous parler du stage, la présentation du stage? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. C'était le stage que le SNES a organisé ces 2 derniers jours. C'était une rencontre avec des collègues pour décrypter ce qu'est la politique éducative d'Emmanuel Macron. Parce que le président de la République a mis au cœur de son projet présidentiel l'éducation. Il le dit très souvent, c'est l'un des piliers de son projet. Et il y a un certain nombre de mesures sur des thématiques très différentes, sur le métier, sur les salaires, sur la voie professionnelle, le collège. Mais tout ça forme un ensemble très cohérent. Donc l'idée était d'abord de décrypter ces mesures, de voir quelles vont être les conséquences extrêmement concrètes dans le quotidien des collègues, et puis d'échanger aussi sur la situation, les conditions de travail, de telle sorte de sortir de ces 2 jours en étant, je dirais, prêt à se mobiliser pour défendre une conception de l'éducation qui est beaucoup plus ambitieuse pour nos élèves. Est-ce que la conséquence de la politique gouvernementale sur le lycée, est-ce que vous en mesurez? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut être positif, en fait? Le lycée a été touché par 2 grandes réformes, la réforme du bac et la réforme du lycée sous Jean-Michel Blanquer. Aujourd'hui, le constat, on peut le faire, et il est extrêmement négatif, il est même que négatif, puisque quand on regarde le baccalauréat, la réforme du baccalauréat, c'est 2 choses. C'est le contrôle continu, donc ça veut dire que toutes les notes comptent, et ça veut dire qu'on est pris dans une course contre la montre pour avoir des notes, et que ça dénature complètement la relation qu'on peut avoir avec les élèves. C'est-à-dire qu'on est uniquement dans de la notation, alors que nous, on est quand même là pour transmettre des choses aux élèves, pour leur apprendre, pour construire des savoirs. Donc ça, c'est quand même un élément qui est très problématique. Et puis, il y a un autre élément sur la réforme du baccalauréat, c'est le fait qu'il y a des épreuves qui ont lieu au mois de mars. Le mois de mars, ça arrive très vite. On n'a pas le temps de bien préparer nos élèves. On se retrouve sous la pression du calendrier. Et c'est extrêmement difficile pour les collègues et pour les élèves de tenir ce calendrier. Donc on voit bien que par exemple sur la réforme du baccalauréat, tout est à reprendre de A à Z. Quand vous parlez des notes, ça me fait penser à la police à qui on demande des chiffres tout le temps.
il faut verbaliser pour avoir des chiffres. Bon. Madame Vertal-Loriot parlait de l'humain. L'humain passé où dans toutes ces histoires? C'est bien un des enjeux des mois et des années à venir, parce qu'aujourd'hui, le bilan qu'on peut faire des dernières mesures en matière de politique éducative, c'est que ça a souvent été une politique du chiffre. Je pense par exemple à la question des suppressions de postes. Il fallait supprimer des postes pour faire des économies. Il faut arriver à gérer des flux, dans l'orientation des élèves. Or, nous, ce qu'on dit, c'est que le collège, le lycée, sont d'abord des endroits où on forme des élèves, où on forme des citoyens, et où on doit prendre le temps de les préparer à la vie en société, de leur apprendre un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, avec toutes ces réformes, avec toutes ces mesures, on n'a plus le temps de le faire. Et on en vient dans des situations, et c'était notamment le témoignage d'un collègue hier lors du stage, qui disait « mais on est dans une situation de travail empêché. On nous empêche de bien faire notre travail. » Et c'est ça qui fait aussi tout ce qu'on appelle parfois la crise du métier enseignant, c'est que notre métier a perdu de son sens parce qu'il a perdu de sa dimension humaine. Là encore, ça me fait penser, cette fois-ci, plutôt au personnel soignant. On empêche de faire notre métier. Cette phrase est revenue aussi. La réforme du lycée professionnel, deux mots sur ça, Mme Valérie Vertal-Loriot. Non, je vais plutôt laisser la parole à Sophie sur le lycée professionnel. Mais en tout cas, je voulais rajouter quelque chose par rapport à son propos autour du métier qu'on nous empêche de faire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec cette réforme du bac et du lycée, on est complètement et tout le temps que des notateurs. Il y a aussi un certain nombre de stratégies d'évitement de la part des élèves quand il y a des devoirs, parce que tous les devoirs comptent avec le contrôle continu. Et on est vraiment dans un système de bac maison, puisque chaque établissement va faire son bac, alors que nous, en tout cas au SNES et à la FSU, nous demandons que le bac redevienne un examen véritablement national avec des épreuves en fin d'année. Mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il y a des stratégies d'évitement, et ça permet aux élèves d'éviter de faire un devoir, parce qu'il se dit par exemple j'ai eu 12 à ce devoir-là, j'ai pas envie de retourner parce que j'ai moins bien compris cette leçon-là et je n'y vais pas à ce devoir-là pour garder ma moyenne. Je peux dire quelques mots sur le lycée professionnel qui est vraiment dans une situation extrêmement difficile, même si je vais laisser la parole à Sophie sur le lycée professionnel. Il y a une réforme qui est essentiellement faite pour pouvoir faire des économies. Il y a quelque chose de tellement grave que nous notons en tout cas dans cette réforme, c'est que les disciplines générales, aujourd'hui, chaque établissement va décider du nombre d'heures qui sera affecté aux disciplines générales pour pouvoir faire beaucoup plus d'apprentissage. Donc ça veut dire qu'un élève de lycée professionnel, on va considérer qu'il n'aura pas besoin de faire de français, d'histoire géo, d'espagnol, etc. Et on va multiplier le nombre d'heures de stage et de journées de stage qu'il va faire dans l'année. Et derrière, il faut bien voir que toutes les choses sont en train de s'imbriquer, tout simplement parce que on voit que derrière la crise de recrutement, tous ces collègues-là qui auront moins d'heures avec leurs élèves, ils seront disponibles pour le collège et le lycée général, et on va permettre de faire un glissement de personnel du lycée professionnel vers les collèges et les lycées, puisqu'il y a aussi un décret qui est sorti dernièrement, il me semble en juin ou en juillet dernier, qui permet aux collègues des lycées professionnels d'enseigner en collège et en lycée. Et tout est en train de s'imbriquer, mais pas dans le sens de l'élève, dans le sens des économies et de règlement de problèmes que l'on pointe du doigt depuis des années. Dis donc, quel constat? Madame, qu'est-ce que vous en pensez de la réforme de ce lycée professionnel? Mais c'est une réforme qui est dangereuse, qui est brutale, et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui il y avait une journée de mobilisation contre la réforme du lycée pro, qui a d'ailleurs beaucoup mobilisé, puisque en tout c'est près de 62% des collègues de lycée pro qui étaient en grève aujourd'hui, donc ça veut dire une grève majoritaire contre cette réforme. Il y a deux éléments qu'il faut avoir en tête pour bien comprendre ce qui se joue. C'est que d'abord, cette réforme, elle est synonyme d'appauvrissement de l'enseignement pour les élèves. Parce que c'est ce que disait Valérie, cette réforme, elle signifie moins d'enseignement général. Donc ça veut dire qu'on renonce à apporter une forme de culture générale aux élèves, comme si finalement les élèves qui sont dans la voie pro, c'est un tiers de notre jeunesse. C'est comme si on acceptait de reléguer un tiers de la jeunesse en dehors d'une certaine culture générale. Et ça, c'est un renoncement que nous, on ne peut pas accepter quand on se souvient que, bien évidemment, on prépare à l'avenir professionnel, mais on prépare aussi des citoyens. Et puis, le deuxième point qu'on conteste très fortement dans cette réforme du lycée professionnel, c'est qu'il est désormais prévu que la carte des formations, c'est-à-dire ce qu'offre un lycée professionnel, sera
entièrement calibré sur les besoins économiques locaux. Ça veut dire que la carte des formations va dépendre de l'environnement économique d'un établissement, d'un lycée pro. Mais c'est extrêmement restrictif. On a besoin de menuisiers, de maçons, de mécaniciens. Il y a plein de besoins économiques sur l'île et plus globalement sur l'ensemble du territoire. Là, si on se dit que ce qui va guider la construction de la carte de formation d'un lycée, c'est le champ professionnel de son territoire, ça veut dire qu'on enferme les élèves dans ces champs professionnels, dans ces perspectives, avec comme pour unique objectif, non pas la formation professionnelle des élèves, mais la réponse à des besoins en main-d'œuvre des entreprises d'un secteur. C'est un mépris de nos élèves de lycée professionnel. Mais est-ce que vous êtes entendu par le gouvernement, par le président? Mais bon, si lui dit qu'il l'entend, mais bon, est-ce qu'il y a du suivi derrière tout ça? Alors, il y a toujours ce discours qui consiste à nous dire qu'il y a de l'écoute, il y a du dialogue. Maintenant, c'est ce que je disais, ça va faire maintenant 6 à 7 mois que le ministre est arrivé. Il ne va pas pouvoir se contenter de nous dire qu'il nous écoute, de nous dire qu'on est formidable et qu'il aime beaucoup les enseignants de ce pays. Il va quand même falloir passer aux actes. Pour l'instant, le compte n'y est pas et c'est ce qui a expliqué la mobilisation, le début de mobilisation là sur le courant du mois de septembre à travers des réunions qui sont très suivies dans les établissements, le stage qui a été organisé, la grève du 29 septembre. On sent bien qu'il y a quand même, il se passe quelque chose dans l'éducation nationale. Il va falloir très vite que le ministre passe aux actes. Est-ce que ça vous choque ou ça gêne ou pas du tout que ces enfants soient dans des écoles privées? Alors c'est vrai que le symbole est quand même dérangeant, voire problématique. C'est vrai que de voir un ministre qui défend le service public d'éducation mettre ses enfants dans une école privée, ça peut interroger, ça peut choquer. Après, peut-être qu'il y a aussi des considérations personnelles et familiales dans ce choix que nous ne connaissons pas, et donc je m'abstiendrai de juger des choix familiaux et personnels. Vous arrivez à la Martinique, c'était aussi l'inauguration par monsieur le ministre du lycée Victor Schœlcher. Comment vous trouvez ce lycée? Alors, je ne suis pas la mieux placée pour en parler puisque moi, je n'y enseigne pas, contrairement à Valérie. J'ai juste eu l'occasion de le voir ce matin, de passer devant. Donc, je vais surtout laisser la parole à ma collègue qui y enseigne. Toujours heureuse. Oui, c'est un beau lycée, il faut dire les choses. Et puis, un lycée extrêmement moderne, bien évidemment. Vous savez aussi que quand on arrive dans un établissement qui est complètement neuf, il y a toujours un certain nombre de malfaçons qui sont en train d'être plus ou moins petit à petit géré. À notre sens, pas assez vite. On n'a pas encore Internet. Enfin, il y a encore des choses qui manquent. Donc, oui, mais bon, on sort d'un établissement qui était tellement qui n'était plus aux normes. Et puis aujourd'hui, on est quand même dans un établissement antisismique, anticyclonique. Enfin bon, il y a des choses extrêmement importantes en termes de sécurité. Et puis aussi qui n'est pas... il y a très peu de climatisation dans notre nouveau lycée parce que tout simplement, il est orienté aussi en fonction... et ça aussi, c'est une demande du SNES de construire en fonction de l'environnement parce qu'on est aussi dans ces temps où il faut absolument s'inquiéter de l'environnement pour les nouvelles constructions. Donc on est dans le sens du vent, ce qui permet aux salles d'être relativement, je préfère prendre les précautions oratoires, relativement acceptables en termes de chaleur. Mais en tout cas, aujourd'hui, on peut dire qu'on est content d'être au lycée Schœlcher, d'être revenu chez nous après des années extrêmement difficiles, séparés sur 2 lycées, le lycée Joseph Gaillard et le lycée de Bellevue. En tout cas, on est chez nous et aujourd'hui, c'est quelque chose d'important pour nous. C'est votre première visite à la Martinique, madame? Non, c'est la deuxième. J'étais déjà venue en 2019. D'accord, vous étiez déjà secrétaire non. Vous êtes secrétaire général du SNES FSU. J'étais secrétaire générale adjointe. Je venais juste d'être élue secrétaire générale adjointe. C'était même mon premier déplacement en tant que secrétaire générale adjointe à l'hiver 2019. Qu'est-ce que vous pensez de la Martinique? C'est toujours avec grand plaisir que je me déplace en Martinique. Ça fait 2 fois maintenant que je viens depuis que je suis à la direction du SNES. J'apprécie vraiment beaucoup les échanges qu'on peut avoir avec les collègues. J'ai trouvé qu'aujourd'hui et hier, on a eu des échanges très riches et qui me permettent vraiment de mettre du concret derrière les discours qu'on tient. Moi, les collègues du SNES Martinique le savent, j'accorde beaucoup d'importance à la question du dossier de l'outre-mer. Je l'ai beaucoup porté depuis le début de mon mandat au sein du SNES. Et finalement, je vais repartir avec des éléments qui vont permettre de continuer à porter ce dossier et de montrer que c'est bien une des priorités du SNES et de la FSU en ce moment. En tout cas, ici, vous avez une co-secrétaire qui fait le job et...
qui n'a pas cessé de me dire il faut absolument recevoir Sophie, c'est une femme géniale. Ah ouais. Et je constate, en tout cas par nos échanges trop brefs, mais enfin bon, je constate qu'elle a raison. Merci Valérie. Merci Emmanuel. Merci Sophie. Merci beaucoup. Et puis bon retour en France, mais revenez-nous aussi rapidement à la Martinique pour gérer nos problèmes sur place. Avec grand plaisir, et c'est toujours, de toute façon, c'est un dossier que je vais suivre avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à Manuela pour la réalisation et à très vite sur Zouk TV.